Le luxe fascine, le luxe irrite. Son concept évolue au gré des époques et désormais des générations cibles. Le luxe est devenu le moteur d'une industrie puissante. Ses méthodes, ses tendances, je les vis de l'intérieur, parce que c'est mon métier. Bienvenue sur le podcast L'Horloge à l'heure du luxe. En préambule de ce nouvel épisode, je confesse une fascination pour la littérature et les films étranges. Alors que je m'apprête à rencontrer un artisan unique en son genre, je n'imagine même pas à quel point je vais être gâtée. D'abord, il faut aller en Suisse, dans un village du canton de Vaud. En hiver, c'est mieux. La neige crisse sous les pas. Aux alentours, un silence dense comme de l'étoupe a éteint le bruit de toute activité. On dirait que quelqu'un a soufflé une bougie sur l'humanité. Je m'arrête devant une bâtisse imposante. Elle est de style traditionnel, mais ce qui surprend, c'est l'ajout des baies vitrées qui laissent entrer la lumière. François Junot m'accueille. Il est grand, vêtu d'une chemise à carreaux et d'un pull qui en a vu d'autres. Il déplace sa haute stature, ses grands bras, ses longues jambes, d'une manière souple et déliée. Je monte les escaliers en ciment, je le suis dans ses ateliers. Les salles sont immenses, mais chaque centimètre carré est occupé. Au mur, sur les étagères, des centaines de têtes, avec ou sans orbite, me font face. Elles sont en plâtre pour la plupart, d'autres peut-être en résine. Je vois des têtes de nouveau-nés, d'enfants, d'hommes et de femmes dans la force de l'âge, des vieillards, des visages beaux ou laids, qui n'attendent que l'expression que François Junot va leur donner. Du plafond pendent des corps, des membres, une forêt suspendue de bras et de jambes. J'observe aussi des guirlandes de mains, des doigts graciles, des doigts crispés. Bienvenue dans l'univers du plus grand automatier du monde. L'automate, je parle ici d'automate d'art. C'est quoi au juste ? C'est une machine qui, par le biais de dispositifs mécaniques, est capable de reproduire, de façon autonome, une séquence d'actions prédéterminée. La machine peut battre des ailes ou des cils, siffler, galoper, jouer aux échecs, servir le thé, tirer la langue, soyons fous. On peine à le croire, mais les automates existaient déjà du temps de l'Antiquité. Dans l'Iliade, Homère décrit des automates capables de porter des objets jusqu'à l'Olympe. En 1515, Léonard de Vinci imagine lui un lion animé pour amuser le roi François Ier. Et un siècle plus tard, René Descartes conçoit une machine qu'il appelle affectueusement « ma fille Francine », tout en conduisant une réflexion sur les différences entre la nature des automates, des animaux et des hommes. Cela fait de René le précurseur méconnu de la science-fiction. François Junot a étudié tout ce qui se faisait en matière d'automates, depuis les premières créations en Égypte, un siècle après Jésus-Christ, quand des ingénieurs d'Alexandrie avaient mis au point des machines qui bougeaient grâce à l'eau et à la vapeur. Le jeune François Junot s'imprègne de l'histoire de ces artefacts. Il se forme aussi, d'abord en micromécanique, puis en tant qu'apprenti restaurateur d'automates, tout en obtenant un diplôme à l'école des Beaux-Arts de Lausanne, en section dessins et sculptures. Parlons-en des sculptures. Elles sont omniprésentes chez lui, à l'intérieur comme à l'extérieur de son antre. Elles sont solidement plantées dans la neige ou suspendues dans les airs, légères, en structure de fil de fer, veillant comme des anges sur les êtres en devenir, les êtres. Des êtres artificiels, porteurs d'une vie faite seulement d'apparence. François Junot a principalement tourné son activité vers les androïdes, ces personnages à forme humaine, enfin, des androïdes à sa façon. Le Saint-Crusien, habitant de Sainte-Croix, assume une prédilection pour les créatures contemporaines souvent délirantes. J'en veux pour preuve un automate ballerine. Imaginez.
Une fois le mécanisme enclenché, la danseuse peaufine ses positions de jambes, des jambes fuselées qui bougent avec précision, mais surprise, la ballerine n'a pas de tronc, encore moins de buste, ni de tête. À part de jolies fesses et des guiboles qui batifolent, nada. En parallèle de cette audace délicieuse et quand même déconcertante, François Junot s'inscrit pourtant dans la pure tradition des automatiers du XVIIIe siècle. L'homme est donc un trait d'union. En langage actuel, on dirait un go-between. Je sais, ce n'est pas très heureux. Mais c'est ce qu'il est. Un messager de l'entre-deux, le mécanique et le vivant. Et aussi un messager entre le monde d'hier et celui de demain. Ainsi, l'une de ses premières créations est un automate, j'ouvre les guillemets, un automate à l'ancienne. Il s'agit d'Alexandre Pouchkine, écrivant sur un bureau ouvragé. L'objet, presque grandeur nature, s'inscrit dans la lignée de ceux qui rejoignaient autrefois les fastes de la cour impériale de Chine, grande commanditaire de ces objets. Pouchkine, enfin, la machine Pouchkine, dessine et écrit à l'encre bleue des vers sur une feuille de papier. Et ces vers sont aléatoires. Qui sait ce qui va sortir de la plume de l'écrivain de fer, effrayant de réalisme? Ça c'est une prouesse émanant du cerveau de François Junot. Décomposons l'automate qui paraît si vivant. Sous l'habit et le visage expressif, il y a une architecture de tôle, de plaques de laiton, des cames, des barilets, des ressorts, bref, un tas de ferrailles organisé selon une ingénierie redoutable, mise en œuvre par des artisans car François Junot est bien accompagné. Dans ce paroxysme de complexité mécanique, le plus étrange peut-être, c'est la petite phrase jetée au milieu des explications. Je me pince pour y croire quand j'entends « La dilatation, c'est important. S'il n'y a pas le jeu des pignons, si c'est trop précis, ça joue pas. Il y a tout qui bloque. » J'étais déjà muette d'admiration et là je reste mutique jusqu'à la fin de la visite. Pour la petite histoire, le Pouchkine est parti de l'autre côté du monde. C'est l'un des bras droits de Steve Jobs chez Apple qui en a fait l'acquisition. Sacré clin d'œil, quand on sait que l'automate est l'ancêtre de l'ordinateur. François Junot est sollicité par des maisons prestigieuses pour créer des pièces qui suspendent le cours du temps. Il a collaboré à plusieurs reprises avec Van Cleef & Arpels. La fée Ondine est le premier objet extraordinaire de la maison de la place Vendôme. Lorsque cet automate est actionné, il prend vie pendant une 50aine de secondes, une éternité. La scène est féerique, d'une parfaite fluidité. Je vous la décris. Une feuille de nénuphar ondule, comme sous l'effet d'une brise légère. La mélodie d'un carillon résonne. Alors, la grande fleur de nénuphar éclot peu à peu. La fée s'éveille. Sa silhouette est faite d'or blanc. Son bustier et sa jupe sont sertis d'un dégradé de saphir. Un diadème en diamant couronne son visage d'aigue marine. La nymphe redresse la tête pour admirer, au centre de la corolle, un papillon qui s'élève dans les airs en battant des ailes. L'un et l'autre s'animent en même temps. Puis, le papillon regagne son refuge. La fée s'endort et le nénuphar achève son ondulation. L'objet merveilleux est là, dans son incarnation absolue. Mais il vit aussi dans les automates personnels de François Junot, ceux qui portent en eux la tentative de recréer le vivant dans ce qu'il a de plus élusif, ceux qui portent un élan brisé, une douleur essentielle, une imperfection touchante, ceux qui nous renvoient à notre propre existence. Comme cet automate qui frappe sans relâche contre la grille d'une prison imaginaire ou ces bras désespérés qui émergent des décombres d'un monde anéanti. Ce monde, c'est celui au bord duquel nous vivons. Au musée d'art moderne de la ville de Paris, une exposition coup de poing rassemble 250 œuvres sur le thème de l'âge atomique. Je vous glisse entre deux phrases le poème du philosophe mystique Mevlana Rumi. Ô jour, lève-toi. Les atomes sont en train de danser. Grâce à lui, l'univers est en train de danser. Les âmes dansent, triomphant avec extase. Je murmurerai dans ton oreille où cette danse les mène. Tous les atomes, dans l'air,
et le désert le savent bien. Ils semblent fous. Chaque simple atome, heureux ou misérable, tombe amoureux du soleil, dont rien ne peut être dit. Dès sa découverte, l'atome a fasciné les artistes. Parmi eux, la danseuse Louise Fuller, qui s'est produite sur les scènes du monde entier avec sa Radium Dance, un ballet mimant une onde radioactive. Kandinsky aussi, qui géométrisa sa peinture sur la base de l'énergie issue de la matière. La musique s'en est également inspirée. Écoutez Count Basie et son album The Atomic Mr. Basie, ou si c'est plus à votre goût, préférez-lui la Java des bombes atomiques de Boris Vian. Tiens, il faut que je demande à François Junot si c'est cette Java qui lui a inspiré son automate composé d'un buste au sein pointu, trépignante avec une trompette. L'atome, c'est aussi le motif d'une broche qui a fait sensation sur le tapis rouge des Oscars en 2024 à Los Angeles. Énigmatique, comme à l'accoutumée, l'acteur Cillian Murphy arborait la particule joaillière au revers de son costume Atelier Versace. Sa broche circulaire est composée de 8 trapèzes en or massif, en référence aux recherches de Robert Oppenheimer, le physicien qui a développé la première bombe atomique. Les journalistes de Vanity Fair ont qualifié de stupéfiante la Gem HS14, le nom donné à ce bijou. Il a été conçu par le designer d'origine chinoise Bertrand Mac, fondateur de la marque Sovereign. La maison collabore avec des artistes pour la création d'objets d'art particulièrement étonnants. Pour l'anecdote, la broche portée à Hollywood a été imaginée à Hong Kong. Et c'est à Motier, en Suisse, qu'elle a été décorée à la main par Kari Voutilainen, un horloger lapon, également maître dans l'art du guillochage. Ce tour du monde nous ramène encore et toujours à l'épicentre géographique du génie. Motier se situe en effet à une quinzaine de kilomètres du Sainte-Croix de François Junot. Très exactement à 17,8 km, si l'on opte pour la sympathique randonnée qui passe par le sommet du Chasseron. Le monde est un village, vous ne trouvez pas? Kari Voutilainen est connu pour orner ses montres, des montres très complexes, de décors guillochés main. Ils donnent à ses cadrans une identité singulière, reconnaissable au premier coup d'œil, et qui fait se pâmer les collectionneurs de haute horlogerie. Pour la broche de Cillian Murphy, Kari Voutilainen a réalisé, à la demande de Bertrand Mac, un guillochage soleil. On dirait que des rayons de lumière s'échappent du cœur de l'atome figuratif. C'est éblouissant. Qui n'a pas vu un décor guilloché ne peut pas s'imaginer la subtilité de cette technique qui consiste à graver des sillons extrêmement fins et réguliers. Introduit au XVIIIe siècle, le guillochage est d'abord d'origine manuelle, puis la pratique s'est mécanisée au fil du temps, avec des machines pilotées par la manivelle que tourne l'artisan. Il faut posséder un œil de lynx et un sacré sang-froid pour que la magie opère et que le guillochage par la matière de lumière au gré des motifs. Je partage avec vous les noms des motifs traditionnels parce que je les trouve charmants. Parmi les plus connus, on trouve les motifs grain d'orge, grainerie, clou de Paris, crémaillère, soleil radiant ou encore drapé moiré. On dit l'art du guillochage en danger d'extinction. Depuis la fin des années 50, effectivement, plus personne ne construit ces énormes machines à guillocher main. On ne peut compter que sur celles qui ont été préservées un peu par miracle. Parce que franchement, il faut de la place pour les conserver. On est loin de la machine à coudre de Tante Yvonne au fond d'un placard. On parle ici de véritables bestiaux. Des établis en bois, assez grossiers, mais solides, du genre que l'on pose dans un atelier une fois pour toutes et que l'on ne déplacera plus jamais. Histoire de rajouter du poids, le plateau de l'établi accueille un bâti en fonte de fer, avec une manivelle et des roues en veux-tu en voilà. On dirait que le châssis d'une locomotive miniature s'est invité dans la place. On distingue des variantes parmi ces bécanes affreuses et pourtant si délicates. Il y a les machines dites lignes droites pour les décors linéaires et les lignes brisées. Il existe aussi ce que l'on appelle des tours à guillocher. Ils sont capables d'exécuter des motifs circulaires et concentriques.
Et il y a des machines encore plus rares, dites à tapisserie. Elles sont en mesure de reproduire un motif en l'agrandissant ou en le réduisant grâce à un bras articulé. Ce bras lit le dessin de référence qui est gravé sur une plaque de métal. Autant dire que l'infini est la seule limite au motif du guillochage. Mais je m'interroge. Il y aura qui à l'avenir pour perpétuer ce savoir-faire? Et qui aussi pour réparer les machines? Et à quoi pensait Kari Voutilainen quand il a guilloché la broche de Tommy Shelby? Toutes ces questions en suspens, je les lui poserai directement, puisque je rencontre bientôt Kari et ses amis, des maîtres horlogers épatants de talent et de gentillesse. L'année commence bien. Vous venez d'écouter un épisode de l'horloge à l'heure du luxe. On se retrouve très vite pour la prochaine thématique qui donne le ton du moment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler et à le noter sur Spotify et Apple Podcast. Un 5 étoiles, oui, pour être à l'heure du luxe. Donnez-moi de vos nouvelles sur le compte Instagram, l'horloge podcast. À bientôt!